Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Chroniques européennes, émission de radio consacrée à l'actualité européenne. Alors on va aujourd'hui évoquer le traitement de la question des droits de l'homme par l'Union européenne et spécialement le Parlement. Alors pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Madame Marie Arena. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Arena, vous êtes eurodéputée belge depuis 2014, membre du groupe socialiste. Vous avez auparavant occupé de nombreuses fonctions en Belgique. Vous avez été ministre fédéral et vous avez également été ministre-président de la communauté française, la partie francophone de la Belgique. Et au sein du Parlement européen, vous êtes largement investi sur les questions de droits de l'homme et vous avez été élu président de la sous-commission, justement cette sous-commission droits de l'homme ici au Parlement européen. Alors quel est, pour débuter, pour commencer cette interview, quel est le rôle de cette structure ? La commission droits de l'homme, la sous-commission, parce que c'est une commission qui dépend de la commission affaires internationales, donc affaires étrangères, a pour objectif de contrôler l'exécutif, c'est-à-dire la commission, sur ce qu'elle fait en matière de droits de l'homme, en sachant que les droits de l'homme sont inscrits dans les traités européens. Et particulièrement l'article 21 du traité de Lisbonne dit clairement que nos politiques étrangères doivent s'inscrire dans le respect des droits de l'homme et des lois internationales. Et donc notre objectif parlementaire est bien entendu à la fois de faire du contrôle, c'est-à-dire vérifier si la Commission s'inscrit bien dans le respect de ces traités, avec la cohérence des politiques qu'elle doit mener, quand elle a des relations stratégiques avec certains États membres, des accords stratégiques, avec des dialogues stratégiques avec certains États membres, quand elle a des accords politiques avec ces États membres, eh bien, elle doit inclure la question des droits de l'homme, et c'est le traité qui le dit. Et en tant que responsable politique et parlementaire, nous avons cette fonction. Nous avons aussi la fonction de veille à certains endroits, c'est-à-dire de dénoncer des situations qui sont des situations d'infraction par rapport aux droits de l'homme dans des pays qui sont des pays partenaires de l'Union européenne. Et donc nous avons par exemple la possibilité de faire des urgences ici au Parlement européen qui permettent de soulever des cas particuliers d'infraction aux droits de l'homme à l'égard de certaines personnes. Et nous pouvons aussi valoriser des actions dans le monde entier je dirais, qui défendent des activistes en matière de droits de l'homme. C'est ce qu'on fait avec le prix Sakharov, par exemple, c'est de pouvoir soutenir une personnalité ou un groupe qui œuvre pour la question des droits de l'homme dans le monde. Et est-ce que ça peut aller au-delà du déclaratif? Parce que c'est ce qu'on reproche souvent à l'Union européenne, de se limiter à décerner le prix Sakharov, à affirmer, à dénoncer. Mais est-ce qu'au-delà, il peut y avoir des actions concrètes? Alors bien sûr, on peut aller très loin par rapport aux actions droits de l'homme. Il y a par exemple des clauses droits de l'homme dans les accords de partenariat avec les pays avec lesquels nous travaillons. Et ces clauses droits de l'homme peuvent être activées. C'est-à-dire que le cas échéant, s'il y avait une infraction par rapport aux droits de l'homme dans ce pays, eh bien le partenariat UE avec ce pays pourrait être mis à mal. La difficulté, c'est que cette activation de la clause droits de l'homme ne revient malheureusement pas au Parlement, mais elle revient au Conseil. Et ce sont des décisions qui actuellement sont prises à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il faut l'unanimité du Conseil pour activer une clause droits de l'homme de relation avec un pays. Et malheureusement, il s'avère qu'il y a toujours un pays qui s'oppose à l'activation de ces clauses. Mais je pense qu'on peut effectivement faire valoir cette question. On a des pays qui sont sous sanction à la demande du Parlement européen, mais avec une décision qui est venue du Conseil. Je prends la question de la République démocratique du Congo, avec lequel nous avons un partenariat qui est un partenariat de développement. Donc nous sommes, l'Europe et les pays membres sont les principaux donateurs à la République démocratique du Congo. Et quand il y a eu, je dirais, les rapports des Nations Unies sur les violences dans le Kivu, eh bien, le Parlement européen a demandé qu'il puisse y avoir des sanctions ciblées, c'est-à-dire des personnalités qui étaient impliquées dans les crimes qui étaient perpétrés en République démocratique du Congo. Et nous avons plaidé pour les sanctions et par la position du Parlement, le Conseil a finalement accepté de mettre en place des sanctions ciblées à l'égard de certaines personnes, je dirais, qui étaient suspectes en matière de crimes à l'égard des Congolais.
Et donc oui, on peut aller jusqu'à prendre des sanctions de ce type. Est-ce que cette question des droits de l'homme, vous pensez qu'elle fait relativement... Il y a beaucoup de partis, hein, évidemment, au Parlement européen. Est-ce que cette question, elle fait consensus, finalement ? Alors je dirais qu'elle fait consensus parce qu'elle fait partie des traités et qu'en tant que parlementaires, nous avons l'obligation d'appliquer les traités. Et donc vous n'entendrez jamais personne qui dira qu'il est contre le respect des droits de l'homme et le rôle que l'Union européenne a dans sa politique extérieure en matière de droits de l'homme. Par contre, le degré d'utilisation de ces clauses, par exemple droits de l'homme, est variable en fonction du groupe politique dans lequel vous vous trouvez. Et on a, par exemple, rarement, quand on parle des accords commerciaux, par exemple, où moi je pense qu'il faut des clauses droits de l'homme beaucoup plus sévères dans le cadre des accords commerciaux, c'est-à-dire veiller à ce qu'un accord commercial ne vienne pas affaiblir la situation des droits de l'homme dans un pays, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Souvent, les gens disent si vous faites du commerce, forcément, ça améliore la situation. Eh bien, ce n'est pas le cas. On a, par exemple, des violations du type accaparement des terres qui sont liées à des accords commerciaux d'exportation. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui vient parfois mettre à mal les droits de l'homme. Et donc, ce que nous voudrions, ce que je voudrais, c'est que dans ces accords commerciaux, il y ait des clauses très claires, ce qu'on appelle du chapitre développement durable, avec des sanctions. C'est-à-dire que quand une des parties ne respecte pas la question des droits de l'homme telle qu'elle a été définie dans cet accord, eh bien, il doit y avoir une procédure qui se met en place qui peut arriver jusqu'à des sanctions. Bien entendu, les sanctions, c'est l'ultime recours. Mais en tout cas, que cette possibilité existe pour obliger les parties à se mettre autour de la table et à dialoguer. Et vous avez bon espoir qu'on y arrive ? Alors j'espère qu'on pourra y arriver. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce ne soit pas deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que parfois, on a des groupes politiques qui, à l'égard de certains pays, sont prêts à appliquer les sanctions les plus lourdes. Et parfois, à l'égard d'autres pays, pas du tout. Je pense que quand on travaille sur les droits de l'homme, on se doit d'être cohérent, d'une part, et d'être politiquement neutre. Il n'y a pas des bons droits de l'homme et des mauvais droits de l'homme. Il y a des droits de l'homme. Et que l'on soit de droite ou de gauche, que l'on soit un régime de droite ou de gauche, quand on est en infraction vis-à-vis des droits de l'homme, eh bien, ça doit être sanctionné. Et aujourd'hui, on voit à l'intérieur du Parlement qu'il y a des traitements différents en fonction du régime politique qui est de droite ou de gauche et qui est en infraction. Personnellement, je pense qu'on doit sortir de cette dialectique et qu'on doit vraiment ne pas avoir deux poids, deux mesures, mais vraiment appliquer la question des droits de l'homme de manière cohérente. Alors justement, on parlera tout à l'heure de différents cas. Vous pourrez nous évoquer cette question des deux poids, deux mesures. Avant cela, une question sur les organisations, les ONG avec lesquelles vous êtes amené à travailler. Est-ce que vous travaillez au quotidien avec des ONG, par exemple comme Amnesty ou la FIDH ? Bien sûr, ce sont nos partenaires privilégiés parce que dans certains pays, les infractions ne sont, et vous vous imaginez, ne sont pas divulguées par l'État dans la mesure où souvent ce sont des infractions d'État par rapport aux droits de l'homme. Et donc on a vraiment besoin des ONG, d'une part pour faire le constat le plus juste par rapport à une situation donnée et pas un constat qui peut être juste, un constat médiatique à un moment donné, mais qui ne va pas travailler sur les causes profondes d'une situation dans un pays. Et donc des organisations telles que Amnesty, mais aussi comme les défenseurs des droits de l'homme, donc il y a vraiment un réseau d'ONG, de défenseurs des droits de l'homme qui existent, sont des organisations avec lesquelles nous privilégions un travail au quotidien. Alors, il y avait une affaire qui avait fait grand bruit il y a quelques années en Russie, c'était l'affaire Magnitsky. Ouais. Il y a eu ça a donné lieu à des dispositifs qui se sont créés, notamment aux États-Unis. Il y a eu l'idée de mener le même type de sanctions au niveau européen. Où on en est Alors aujourd'hui, par rapport à la Russie, vous savez que les seules sanctions qui ont été prises actuellement par rapport à la Russie, c'est dans le cadre de l'annexion de la Crimée. Et encore, même ces sanctions sont extrêmement aujourd'hui critiquées à l'intérieur du Parlement européen parce que l'effet de ces sanctions n'a pas été démontré. En tout cas, certains groupes politiques estiment que ce n'était pas forcément la voie à suivre. Encore une fois, moi je pars du principe que même si le pays avec lequel nous avons des sanctions à prendre est un pays qui
économiquement, géopolitiquement, est un pays lourd dans les partenariats avec l'Europe, je pense qu'il est nécessaire de donner des messages clairs à ces pays. La Russie n'a pas respecté le droit international en matière de territoire sur la Crimée. Il faut maintenir ces sanctions. Le gros problème des sanctions, c'est que si vous prenez des sanctions globales à l'égard de la Russie, vous pouvez peut-être ne pas toucher le régime en tant que tel, mais avoir des effets négatifs sur la population, qui quelque part renforcerait le régime, parce que la population sentirait l'Europe non pas comme étant une alliée, mais plutôt comme étant une ennemie de la population, et donc on enverrait cette population dans les bras de ceux qui prennent les mauvaises décisions. Et donc on doit utiliser ce régime de sanctions avec beaucoup d'intelligence pour qu'il aille toucher les personnes qui sont à l'origine des infractions, et non pas les populations en tant que telles qui, quelque part, n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur l'annexion de la Crimée, par exemple. Et donc là-dessus, je pense qu'on doit vraiment être très, très attentif sur le régime des sanctions. Je ne sais pas exactement où on en est sur le régime des sanctions en particulier que vous citiez, mais je suis pour les sanctions parce que c'est une manière de dire c'est la limite que vous ne pouvez pas dépasser, mais il faut vraiment qu'on soit très, très, très vigilant sur la manière dont on utilise ces sanctions pour ne pas se tromper de cible. Alors l'Union européenne, à la fois le Parlement, le Conseil, tentent de promouvoir les droits de l'homme à travers le monde. On a assisté récemment, ça a été communiqué, des images ont été diffusées de ce qui se passe à Lesbos avec les réfugiés qui sont accueillis dans des conditions terribles. Est-ce que l'Union européenne peut vraiment être légitime à donner des leçons quand on voit la situation qui existe sur son propre territoire ? Alors, bien entendu, l'Union européenne doit balayer devant sa porte avant de pouvoir donner des leçons à l'extérieur. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la manière dont les réfugiés aujourd'hui sont accueillis ou ne sont pas accueillis, donc c'est-à-dire sont laissés entre l'Afrique et la Méditerranée, donc c'est-à-dire dans la Méditerranée, est indigne de l'Europe, et surtout l'Europe est elle-même en infraction par rapport aux règles internationales. Et donc nous devons balayer devant notre porte, et c'est aussi la raison pour laquelle je plaide pour que la commission droits de l'homme à l'extérieur de l'Europe, parce que la commission droits de l'homme travaille sur la question des droits de l'homme en dehors des frontières européennes. Mais il y a une autre commission qui travaille sur les droits de l'homme à l'intérieur de l'Europe, c'est la commission Libé, qui, elle, travaille sur la question des droits fondamentaux et de l'article 2 du traité, qui est de dire l'Europe, ses valeurs, c'est la dignité, la solidarité, c'est l'état de droit, c'est donc tout ça, ce sont les droits fondamentaux à l'intérieur de l'Europe. Et je plaide pour que la commission droit et la commission Libé travaillent ensemble sur cette question migratoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens à aller faire la leçon à un pays de transit en Afrique par rapport à la question des camps dans lesquels les réfugiés sont, si nous-mêmes, nous avons des conditions qui sont parfois pires que ce qui se passe dans ces pays. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le travail à l'extérieur de l'Europe, mais il faut absolument qu'on le fasse ensemble et de garantir que la dignité que l'Europe peut offrir soit un modèle par rapport à ce que les autres peuvent faire à l'extérieur. J'ai été confrontée à cette difficulté dans le cadre de la commission droit. Un des groupes politiques nous demandait de faire un état des lieux sur l'état de la migration entre les États-Unis et le Mexique et sur les conditions de détention. Et je suis d'accord qu'on doit s'indigner face à une démocratie telle que la démocratie américaine qui est elle aussi en infraction par rapport à la question du respect des droits de l'homme sur l'accueil des populations mexicaines. Mais mettre cela en priorité, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas réglé en tant qu'Européens la situation sur la manière dont nous gérons cette question migratoire, eh bien, je trouve que ce serait complètement indécent. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse le lien et qu'on trouve les bons modèles et que nous soyons un modèle international en la matière. Alors, je voudrais revenir sur un élément que vous évoquiez tout à l'heure, c'est cette logique parfois du deux poids, deux mesures. On imagine aisément qu'il est plus facile de voter ou de promouvoir des sanctions pour un pays, par exemple, comme le Congo, plutôt que pour la Chine. Et la Chine
pourtant qui connaît d'extrêmes problématiques en matière de droits de l'homme. Je pense aux millions de Ouïghours qui sont dans les geôles ou dans des camps chinois. Comment réagir face à un tel problème avec un mastodonte géopolitique? Alors encore une fois, au niveau du Parlement européen, nous avons pris des positions très dures concernant la situation des droits de l'homme sur la Chine. Comme je le disais, le Parlement donne une indication politique au Conseil. Mais c'est le Conseil qui prend la décision, c'est-à-dire les États membres. Donc, au sein du Conseil Affaires étrangères, il doit y avoir un consensus pour prendre des sanctions ou pour exiger d'un État tiers de respecter les droits de l'homme tels que nous les entendons et nous les pratiquons. Et comme vous le disiez, ça a été plus facile sans doute pour le Conseil d'avoir un consensus sur la République démocratique du Congo que de l'avoir sur la question chinoise. Ça ne nous empêche pas, nous, en tant qu'Européens, Parlement européen, de donner des indications. C'est-à-dire nous sommes les représentants du peuple européen qui nous dit la question des droits de l'homme, pour nous, elle est importante partout, que ce soit en Chine, en Arabie Saoudite, en Iran ou ailleurs. Et nous devons donner cette indication. Mais nous ne pouvons pas outrepasser notre rôle. Le rôle de la prise de sanctions doit se décider au niveau du Conseil. Mais s'il n'y avait pas cette position politique préalable du Parlement européen, ce serait encore plus difficile pour le Conseil d'y arriver. Et donc notre rôle à nous, c'est de donner une ligne politique. Et ensuite, le Conseil doit pouvoir prendre sa décision je dirais, en trouvant le consensus à l'intérieur du Conseil. Alors justement, vous nous dites, c'est le Conseil, avec ses 28 États pour l'instant, qui décide des sanctions, le cas échéant. Est-ce que dans ces 28 États, bientôt 27 peut-être, il y a des bons élèves, des États particulièrement volontaristes, et puis des États qui s'accommodent des infractions aux droits de l'homme? Alors ça dépend vraiment d'où vous vous trouvez sur cette Europe. Et c'est vrai que l'Europe élargie a donné des nouvelles perceptions géopolitiques à l'Europe. Donc, c'est-à-dire que la vieille Europe était très tournée vers ses partenariats anciens. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une priorité particulière sur le continent africain en fait, c'était l'histoire des pays européens, c'était l'histoire des colonies. En gros, c'était les colonies britanniques ou les colonies franco-portugaises, belges sur l'Afrique. Et les intérêts tournaient autour de ces réalités géopolitiques-là. Avec la nouvelle Europe, on a une ouverture qui s'est faite sur les pays d'Europe centrale avec les voisins qui sont les voisins de l'Est. Et en fonction d'où vous vous retrouvez en Europe, vous avez des sensibilités plus particulières sur la question et l'exigence des droits de l'homme en fonction du pays que vous connaissez le mieux. Donc je ne dirais pas qu'il y a des bons élèves droits de l'homme et des mauvais élèves droits de l'homme. Il y a des perceptions différentes que l'on se situe au sud de l'Europe ou au nord de l'Europe ou à l'est de l'Europe par rapport à des exigences à formuler sur certains pays. Et ça, c'est ce qui rend les choses difficiles à l'intérieur du Conseil. Parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on retrouve les droits de l'homme deux poids, deux mesures. En fonction de la relation particulière qu'on a avec un pays, en disant, tiens, peut-être qu'avec ce pays, le dialogue est la manière d'aboutir à des avancées en matière de droits de l'homme. Par contre, quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne prône pas forcément le dialogue. Et c'est cette nouvelle équation que l'on doit trouver à l'intérieur de l'Europe pour savoir comment, ensemble, non pas en fonction des intérêts des uns et des autres, comment ensemble on peut continuer à travailler sur la défense des droits de l'homme. Et alors on a vu qu'on n'a pas besoin d'aller loin sur l'échiquier international pour voir des problématiques en matière de droits de l'homme très, très complexes. On a parlé de la Russie aux frontières de l'Europe, mais il y a d'autres situations compliquées. Je pense évidemment à la Turquie, à l'Algérie. Qu'est-ce qui, dans le voisinage, vous inquiète le plus à l'heure actuelle ? Alors moi, je pense qu'il y a des processus qui sont en cours aujourd'hui dans certains pays et qu'on doit soutenir. Et je pense par exemple à la volonté populaire algérienne de pouvoir avoir un gouvernement qui les représente et de sortir de la situation dans laquelle ils se sont trouvés ces dernières années. Et donc,
si les Algériens sont demandeurs, non pas d'une interférence, mais d'un soutien international par rapport au travail qu'ils sont en train de faire sur la démocratie algérienne, l'Europe est amie de l'Algérie. Et ces mouvements sont des mouvements intéressants de démocratie. Et je pense que l'Europe doit être vraiment à côté de l'Algérie, comme on a été à côté de la Tunisie, pour pouvoir envisager ensemble comment nous allons travailler demain sur ces démocraties. Ça, c'est un cas particulier. Et donc, ça ne m'inquiète pas, ces mouvements qui vont vers la liberté de parole, vers la liberté d'expression, et je pense que c'est intéressant. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on voit de la part de la Russie, de la part de la Chine, qui sont des volontés d'imposer un modèle international qui n'est pas un modèle démocratique, et qui ont des ingérences sur le modèle européen. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas l'Europe qui a une ingérence sur eux, c'est eux qui tentent de modifier le modèle européen. Quand on regarde les liens qu'il y avait entre la Russie et l'extrême droite en Europe, c'est inquiétant. Et donc, ce qui m'inquiète le plus en matière de démocratie et de droits de l'homme, ce sont ces hyperpuissances non démocratiques qui veulent avoir raison et qui finalement, ont une approche droits de l'hommiste qui est relative, c'est-à-dire les droits de l'homme ne sont pas universels. Donc pour la Russie et pour la Chine, la question des droits de l'homme, ce n'est pas universel. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, parce qu'on a vécu, après la Seconde Guerre mondiale, finalement, l'universalisme des droits de l'homme, au niveau des Nations Unies, il y a eu vraiment une tendance, après les années 60, les indépendances des pays et des colonies, on a eu vraiment un mouvement de libération démocratique. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a plutôt un rétrécissement par le biais des grandes puissances sur la question démocratique. Et c'est ce qui m'inquiète le plus sur la question des droits de l'homme. Alors, on n'a pas le temps de faire un bilan exhaustif, un tour du monde complet de la situation des droits de l'homme, mais je voudrais vous demander quand même votre commentaire sur un cas qui est particulièrement emblématique aussi des problèmes qu'il peut y avoir sur la planète. C'est évidemment le cas vénézuélien. On vient d'apprendre le caractère dramatique du nombre des exécutions extrajudiciaires, plusieurs milliers. Comment l'Europe peut tenter d'agir sur cette situation ? Alors nous avons toujours dit qu'il fallait qu'il y ait... L'Europe est très forte dans une capacité de médiation. Et je pense que dans des pays qui sont des pays en transition, la médiation est extrêmement importante. D'autres pays tels que les États-Unis ont plutôt une approche d'imposition. Ils veulent imposer la personne qui leur correspond. C'est aux Vénézuéliens à trouver la personne qui leur correspond. Nous, ce que nous devons faire, nous devons aider à l'organisation démocratique, à la libération démocratique. C'est ça notre objectif, c'est ça notre rôle. Et j'étais ravie de voir qu'il y avait ce jeune activiste vénézuélien, Loren Sali, qui a reçu le prix Sakharov en 2017, si je me souviens bien, qui est vraiment l'incarnation des mouvements de jeunesse étudiante contre un régime qui les prive de leur liberté. Et c'est ce type de mouvement démocratique que l'on doit pouvoir soutenir en tant qu'Européens. Et donc, ce n'est pas un choix politique de savoir qui doit gérer le Venezuela, mais un choix démocratique de comment on peut aider les Vénézuéliens à sortir de l'impasse dans laquelle ils sont aujourd'hui. Mais face à une situation si tragique, vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir quelque chose de plus volontariste encore Alors, encore une fois, on doit utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Dialogue stratégique, en disant, quand on est en dialogue avec un pays, on doit mettre sur la table ces questions des droits de l'homme. Accords commerciaux, quand on est en dialogue avec un pays sur base des accords commerciaux, on doit mettre en place le fait qu'on peut avoir un intérêt à venir sur le marché européen, mais à condition qu'il y ait les clauses des droits de l'homme qui soient respectées. Et je dirais même préalablement. Donc, c'est-à-dire que ça doit être une préconditionnalité par rapport à un accord commercial. Vous savez, le Venezuela est sous sanctions, sous blocus américain. Qu'est-ce que ça a résolu, ce blocus américain ? Vous savez, Cuba était sous blocus américain.
qu'est-ce que ça a résolu par rapport aux populations? Est-ce que ça a libéré les populations? Non, ça ne les a pas libérées. Donc réfléchissons à la manière dont on peut mieux travailler avec les sociétés civiles locales. Comment peut-on renforcer ces sociétés civiles pour qu'elles soient libres et qu'elles puissent donner un destin démocratique à leur pays? C'est ça le rôle que l'Union européenne peut apporter. Alors vous avez assisté très récemment, c'était les derniers jours, à l'audition du futur haut commissaire européen pour la politique étrangère, Monsieur Borrell. Est-ce qu'il vous a convaincu et est-ce que vous le sentez de nature à porter, à avoir ce verbe haut en matière de défense des droits de l'homme au niveau européen, au niveau mondial? Alors, je pense qu'il a été très clair. Monsieur Borrell a dit clairement que l'article 21 des traités était un article qu'il voulait respecter. Les clauses droits de l'homme, dans le cadre des accords avec les États membres, c'était des clauses qu'il voulait respecter. Mais il a aussi dit clairement qu'il œuvrerait à l'intérieur du Conseil pour plaider, faire le plaidoyer en matière des droits de l'homme, mais il est aussi très réaliste en disant c'est le Conseil qui devra décider sur ces questions. Donc, avoir quelqu'un qui vient sur une volontariste sur la question des droits de l'homme est bien entendu quelque chose de positif. Mais encore une fois, ce sont les États membres. Donc quand on dit c'est l'Europe qui ne fait pas son travail, c'est souvent ce qu'on entend, hein. C'est l'Europe qui ne fait pas son travail. Eh bien, en matière de droits de l'homme, s'il y en a qui ne font pas leur travail, ce sont les États membres. Vous savez, on a eu toute cette discussion sur la vente des armes. Ce n'est pas l'Europe qui vend les armes, ce sont les États membres qui vendent les armes. Il y a une directive européenne sur la question des ventes d'armes. Mais aujourd'hui, cette directive européenne n'est pas respectée correctement par les États membres. Et on retrouve des armes européennes au Yémen. Et donc, le problème aujourd'hui en matière de droits de l'homme, vous avez une volonté du Parlement européen, vous avez une volonté du haut-commissaire, mais il va falloir qu'il y ait une volonté politique claire de la part des États membres et donc de chacun des États. C'est pour ça que je dis souvent aux électeurs, aux citoyens, il faut poser la question à l'Europe et il faut engager l'Europe par rapport à la question des droits de l'homme. Mais poser aussi la question des droits de l'homme à l'intérieur des États membres quand ils ont une politique étrangère. Et ça, on l'entend beaucoup moins souvent, évidemment. Et est-ce que vous dialoguez justement au sein du Parlement européen avec les parlements nationaux qui peuvent aussi avoir de l'influence sur ces questions, sur leur gouvernement? Bien sûr. Par exemple, on va travailler sur un traité qui va être pris par la Commission aux droits de l'homme, qui est le traité de la responsabilité droits de l'homme des entreprises. Et pour ce faire, on va travailler avec une proposition qui a déjà été mise sur la table en France, pas sous le gouvernement Macron, mais sous le précédent, sur une loi sur la responsabilité des entreprises en matière de vigilance et de responsabilité. Eh bien, il y a une loi en France, nous allons rencontrer les parlementaires français pour voir comment cette loi est appliquée et comment est-ce qu'on pourrait la transposer au niveau européen avec d'autres exemples. Les Britanniques ont pris des lois sur la question du travail des enfants, l'esclavage moderne aussi. Les Hollandais ont pris des lois sur la question du fair trade. Comment est-ce qu'on peut prendre des sommes de bonnes pratiques dans les États membres, donc rencontrer les parlements nationaux et en faire, je dirais, un standard européen. Et donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel on veut absolument travailler. Et ce dont vous nous parlez, ça pourrait s'appliquer aux ventes d'armes également ou... Alors, mais aujourd'hui, les ventes d'armes ont une directive européenne. Le commissaire, le haut représentant Borrell a dit qu'il voulait une révision de cette directive. Et donc, il faut qu'elle soit mieux appliquée. Mais il y a déjà... aujourd'hui, sur la non-prolifération des armes, sur la question des ventes d'armes, il y a déjà une base européenne qu'il faudra sans doute améliorer. Eh bien, merci Madame Arena de nous avoir parlé un peu de cette sous-commission des droits de l'homme et d'avoir brossé avec nous un rapide tour du monde de cette situation des droits de l'homme, pour tout dire, peu brillante. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de radio.fr. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. Merci. Merci. Merci beaucoup.